une conférence du professeur Alexandre Bello, que je vais vous présenter très rapidement, donc pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, il y aura donc des questions posées par le public. Alors, professeur Alexandre Bello, bonjour. Vous êtes pédiatre et plus particulièrement spécialisé en rhumatologie pédiatrique à l'hôpital Mère-Enfant, donc aux Hospices civils de Lyon. Et vous menez également des recherches au sein du Centre international de recherche en infectiologie. Et je présente également Mélanie Romier, qui est puéricultrice et qui prendra également la parole tout à l'heure. Et donc pour le moment, professeur Alexandre Bello, vous allez nous parler de la façon comment adoucir le passage d'un suivi de prise en charge pédiatrique à une prise en charge adulte. Une question qu'on ne se pose pas forcément tous les jours. Et je pense que vous allez justement nous apporter des éléments très intéressants. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Et effectivement, on devrait se la poser, cette question. Donc, Alexandre Bello, merci pour la présentation. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis sur scène avec Mélanie Romier, qui est la coordinatrice de notre espace passage, dont je vais vous présenter quelques éléments. Alors, l'adolescence, ça va tous vous parler, ça j'en suis convaincu. Donc ça, c'est les points que je vais aborder avec vous pour vous témoigner qu'être ado et avoir une maladie chronique, c'est un peu un challenge. Et on réfléchit à comment on peut les accompagner et les aider. Donc, quels sont les défis que rencontrent nos jeunes, et en commençant par les jeunes, quelle que soit leur situation. Ça, c'est des images que vous avez peut-être déjà vues. Il y a la Boum, il y a les beaux gosses de Riyad Satouf, que peut-être certains d'entre vous ont vu. Il y a eu pas mal de films sur cette période. C'est une période qui est très particulière, pleine de changements. Ça ressemble aussi à ce petit dessin de Titeuf. On a l'impression que du jour au lendemain, le titi à maman qui venait prendre son petit déjeuner, c'est devenu un ado qui a la voix éraillée, qui a quelques poils sur le menton, et c'est survenu très brutalement. Et c'est une période effectivement de grands changements que rencontrent nos ados. Et ce qui se passe à cette période, c'est une période d'autonomisation qui est indispensable et dans lequel les parents jouent un rôle important. Et c'est les premiers émois, c'est les premiers comportements à risque aussi. Et c'est aussi la période de la vie qui est, d'un point de vue physiologique, la plus révolutionnaire, celle où on va avoir le plus de changements majeurs. Ici, vous avez des images de 3 garçons qui ont 14 ans. Les 3, ils ont 14 ans. Et on sait qu'il y a un grand delta en fonction de ceux qui ont commencé ou fini la puberté à cette période. Donc ils sont hyper différents, ils connaissent un changement que l'on connaît qu'une fois à cette vitesse, à cette rapidité. Et ce qu'on voit au niveau physique, il se passe la même chose au niveau affectif, au niveau psychologique et aussi au niveau social, avec le rôle très important des pairs, des copains, des groupes à cette période particulière. Et il y a un truc qu'ils veulent, surtout les ados, c'est qu'ils veulent être comme les autres, ils veulent être normaux comme les autres. Et par rapport aux adultes, par rapport à leurs parents, par rapport aux médecins, ils veulent surtout un truc, c'est qu'on leur fiche la paix. Ça, c'est un point commun qu'ils ont tous. Alors si on se met du côté de la maladie, être ado avec une maladie, eh bien à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, on a beaucoup de maladies, des maladies chroniques, qui sont essentiellement des maladies rares. On en a quelques-unes, diabète, asthme, qui sont des maladies chroniques fréquentes qui peuvent survenir chez l'enfant, mais globalement, la majorité des maladies chroniques de l'enfant sont des maladies rares, volontiers génétiques, 80% d'entre elles. Et c'est un des éléments de l'évolution de la médecine. Eh bien, ces jeunes vont atteindre l'âge adulte. Donc ça, c'est un point très satisfaisant parce que ce n'était pas le cas pour toutes les maladies. Maintenant, c'est la norme qu'un enfant qui a une mucoviscidose atteigne l'âge adulte. Et c'est vrai aussi pour tous les enfants qu'on peut faire qui vont avoir des greffes ou qui vont avoir des stratégies thérapeutiques assez lourdes. Donc c'est un point important et qui nous questionne sur comment on assure ce passage de l'enfance à l'âge adulte. Comment on accompagne nos jeunes, parce que leurs maladies, elles vont persister à l'âge adulte, et comment on les projette dans cette perspective, comment on les accompagne, c'est un vrai challenge, et je vais essayer de vous illustrer ces éléments. Donc si on reprend l'adolescence, c'est vraiment une période très magique, d'évolution rapide, ça accélère le temps, ça libère, on s'autonomise. L'autonomie, c'est vraiment le point majeur de la période, et en fait, la maladie, elle fait tout l'inverse. La maladie, elle nous empêche, elle nous contraint, on doit aller voir le docteur, on a des rendez-vous, on doit prendre ses traitements. Donc elle fait exactement l'inverse. Et il y a une sorte de cercle vicieux entre l'adolescence et la maladie chronique. C'est une diapo que Pierre Cochard, mon maître, présente souvent. C'est qu'on a l'adolescence qui, d'un côté, gêne le traitement de la maladie. Le jeune n'a plus envie vraiment de prendre ses traitements. Il va même souvent avoir besoin d'expérimenter ce que fait l'absence de traitement sur sa situation, sur sa santé. Et puis le traitement parfois freine aussi l'adolescence, freine la croissance, modifie le corps et les modifications du corps qui surviennent à cette période.
Donc c'est tout sauf un long fleuve tranquille d'être ado avec sa maladie chronique. Donc moi je suis rhumatopédiatre, je m'occupe des maladies du système immunitaire de l'enfant, les rhumatismes, les maladies auto-immunes de l'enfant. Et donc je vous ai mis quelque chose donc c'est des résultats d'une étude qui regarde à peu près est-ce que nos jeunes, quand ils ont un lupus, une myosite inflammatoire, peu importe les noms, c'est des maladies inflammatoires de l'enfant, quand on les passe en transition à l'âge adulte, comment ils vont globalement. Et le pourcentage d'activité de la maladie, c'est tout autour de 50, 60, même 90% dans certains cas, ce qui n'est pas du tout satisfaisant et ce qui n'est pas le reflet de ce combien normalement on arrive à contrôler nos jeunes. Nos jeunes, ils sont à moins de 10 ou 20% d'entre eux encore avec une maladie active. Et à la période de la transition, eh bien, ils sont plus nombreux à développer des signes d'activité de leur maladie. Donc une autre illustration, ça c'est la courbe de survie rénale. C'est un peu technique, mais je ne sais pas si j'ai un pointeur. Je ne suis pas sûr. Black, ça doit éteindre. Ouais, non, donc il n'y a pas de pointeur. Mais en fait, vous voyez, c'est la courbe à 10 ans de survie du greffon rénal. Et en fait, la portion la plus basse, c'est quand on greffe un patient qui a entre 10 et 15 ans. Vous voyez qu'il y a un petit crochet là, dans la ligne de survie. C'est-à-dire que en fait, il vaut mieux faire une greffe chez un enfant petit, même si on peut imaginer que d'un point de vue technique, anatomique, c'est petit, il y a des petits vaisseaux, c'est compliqué à faire les sutures, que de greffer un jeune entre 10 et 15 ans, parce qu'on a des moins bons résultats sur la greffe. Et ça, c'est le reflet que, à cette période-là, on n'a pas envie de prendre son traitement, on en a ras-le-bol de pas mal de choses, de la maladie, et notamment de prendre des traitements de manière régulière. Ça, c'est le côté somatique, psychologique, qui est aussi un point très, très important de la période, et de réfléchir pour nous, docteurs, soignants, infirmières, comment on discute avec nos jeunes et comment on s'adresse à eux. Marie, 17 ans, c'est une jeune que je suivais pour une maladie inflammatoire, elle part à Paris aux Beaux-Arts, tout va bien, elle a eu une cochonnerie, elle faisait de l'eau autour du cœur, c'était très inflammatoire, elle a eu une fois une opération, elle était très inquiète, après elle a eu beaucoup de cortisone, mais on a trouvé un traitement qui marche bien. Le docteur que je suis, moi je suis très content. Et je l'ai toujours trouvé en face de moi, de l'autre côté de mon bureau de consultation, une jeune fille très joviale, sympathique, mignonne. Et puis, en fait, je la transfère chez mes collègues adultes et elle me dit, hein, mais elle ne m'a pas parlé, mais elle m'a emmené un dessin pour m'illustrer ce qu'elle a vécu pendant la période de transition, ce qu'elle a vécu avec son adolescence et sa maladie qui est découverte à l'âge de 15 ans. Et ça, c'est la portion de dessin qui correspond à ce que moi je voyais. Et ça, c'est la portion de dessin telle qu'elle se voit elle-même. C'est vraiment saisissant, cette image. Je trouve qu'elle nous parle à tous, de se dire que, eh bien, on a aussi des difficultés à sonder nos ados, à comprendre ce qui se trame dans leur corps en changement, lorsqu'on y ajoute en plus les traitements et la maladie. Alors il y a d'autres situations où c'est plus facile de comprendre ce qu'ils veulent nous dire, parce que toujours le langage non verbal, eh bien, on peut le voir comme là sur le t-shirt, un peu provocateur, mais voilà un peu ce que planter le décor de l'adolescence et des défis. Alors la transition elle-même, donc c'est pas une question qu'on se pose régulièrement, mais le titre qui était Lost in Transition, c'est un clin d'œil à Lost in Translation. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film de Sofia Coppola, où Bill Murray arrive au Japon, il est complètement perdu, il est déphasé, il est en jet lag permanent. Nos ados, ils sont souvent aussi un peu en jet lag, hein, ils ne se lèvent pas comme nous le week-end, ils se couchent tard, pas comme nous aussi. Eh bien, il y a sans doute, au-delà de ces points communs, c'est un clin d'œil sur cette étape de la transition qui est vraiment un processus, et c'est plus que juste un transfert entre la pédiatrie et la médecine adulte. Donc si on veut rentrer dans les définitions, le transfert, c'est le fait d'amener un patient ou le dossier du patient de la pédiatrie au monde de la médecine adulte. Ce qui est déjà un bon point de le faire, mais c'est très court, et c'est le passage d'une rive sur l'autre. Et le processus, en revanche, c'est quelque chose, la transition elle-même, pardon, c'est un processus qui est plus long, qui englobe le transfert, qui est une période très courte, on passe le dossier d'une main à l'autre, qui nécessite la préparation en amont de notre jeune ado, qui va ensuite se projeter dans des soins adultes avec sa maladie chronique. Et donc le passage dont je viens aujourd'hui vous parler, c'est un lieu où on espère pouvoir relever ces défis et accompagner nos jeunes au-delà de la période de la pédiatrie. Donc c'est une histoire d'opportunité, c'est qu'au départ, dans notre hôpital femmes-mères-enfants, on avait des consultations un peu à plusieurs niveaux et tout allait être regroupé dans un autre bâtiment à l'extérieur. Donc résistance au changement, dès qu'on nous a annoncé ça, on était tous à se dire comment on va faire, maintenant on va devoir traverser la route pour aller faire nos consultations, on n'était pas trop contents, mais on avait un peu plus d'espace et ça a été une histoire d'opportunité, on s'est dit mais peut-être que dans cet espace de consultation, on peut créer quelque chose qui sera bien pour nos jeunes et de quoi on a besoin, eh bien d'un espace pour faciliter cette transition à l'âge adulte. On a bénéficié de l'expérience de collègues qui s'occupent de la transition à Paris notamment, et on a eu la chance aussi d'être accompagnés par les mécènes qui sont mentionnés ici.
Donc les travaux ont commencé. En 2019, il y a 3 salles qui ont été livrées et qui nous servent de levier maintenant pour accompagner nos jeunes ados. Donc le box de consultation, dont vous voyez ici en photo, c'est un grand box. On n'a pas un grand fauteuil en cuir au-dessus qui regarde notre ado comme ça. On est autour d'une table, on discute avec les parents. Les parents, c'est les premiers aidants des ados malades. Mais aussi, il faut savoir les mettre à la porte pour pouvoir être en face-face avec notre jeune. Et quand on leur pose la question, qu'est-ce que tu veux, toi, dans la médecine adulte? Est-ce que tu es content de voir le futur médecin qui va s'occuper de toi? Ça, ils nous répondent tous, oui, on veut voir sa tête, on veut voir à quoi il ressemble, et même à l'âge de 12-13 ans, ils nous disent, je veux savoir qui c'est qui va s'occuper de moi quand j'aurai 20 ans. Donc c'est un point très important qui nous permet de le faire de manière physique à cette réunion en consultation conjointe, mais aussi parfois de le faire venir avec un BIM, une espèce de robot de téléprésence, où on fait piloter ça par notre médecin d'adulte qui vient participer aux consultations communes. On a une salle d'éducation thérapeutique, donc ça c'est aussi un autre pilier vraiment de la transition, c'est apprendre à notre jeune pourquoi il est malade, pourquoi il prend ses médicaments. Quand on comprend, en fait, c'est beaucoup plus facile ensuite d'avoir un suivi de maladies chroniques. Et la question d'ailleurs se pose parfois différemment. Lorsqu'on est malade depuis tout petit, c'est les parents qui s'occupent de nous depuis qu'on est né, on ne se connaît pas non malade, ou alors quand on commence la maladie à l'adolescence, et donc il y a des challenges un peu particuliers sur ces périodes d'âge. Et enfin, une salle de sport. Parce que les jeunes, il y a un truc qui leur parle volontiers, c'est ces histoires d'activité physique sportive, la notion de coach sportif. Souvent, ils vont à la salle. Nous, avant, on allait faire un foot dehors, mais eux, ils vont à la salle, ils veulent aller faire un peu de muscu, faire du fitness, et ils s'interdisent volontiers, nos jeunes qui ont une maladie chronique. Donc on s'est dit, mais non, on va les remettre en activité, on va leur montrer qu'ils ont des capacités, et on va utiliser cette salle pour valoriser leurs compétences. Donc là sont listés tous les avantages de l'activité physique adaptée qui joue sur toutes les dimensions et qui en plus nous motive nos jeunes pour venir à la consultation lorsqu'ils savent qu'ils vont voir leur coach sportif. Alors on a au sein de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants développé cette thématique même au-delà de la transition. Maintenant on a un terrain de mini-golf, on va bientôt avoir un city park, on a un gymnase. Donc on essaye, on espère porter un projet pilote autour de l'activité physique et les maladies chroniques. Donc en conclusion et avant de prendre vos questions, donc c'est ce lieu du passage, il répond aux défis que je vous ai présentés en introduction. C'est un lieu commun de transition entre la médecine pédiatrique et la médecine adulte, qui sont en fait quand même très différentes. Nos collègues de médecine adulte cocootent moins leurs patients, donc il faut que ça puisse se faire de manière douce. On a beaucoup de perdus de vue à l'heure actuelle encore de nos jeunes qui ne sont jamais revus à l'âge adulte, ou en tout cas pas immédiatement, et ils arrivent à 25, 30 ans avec des séquelles qu'on aurait pu éviter si on les avait maintenus dans le parcours de soins. Et puis, donc ça renvoie à l'image de soi, à toutes ces mutations que connaissent nos ados. On essaye de réfléchir à comment les accompagner au mieux. Et puis, c'est aussi un lieu d'expérimentation, de recherche et d'innovation. On a un projet d'application mobile pour nos jeunes ados, pour les motiver à faire de l'activité physique. Et voilà, je suis prêt à prendre toutes vos questions avec Mélanie Romier, qui va répondre avec moi aux interrogations que vous pouvez avoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre. Avant qu'il y ait une première question, je voulais juste, c'est une expérimentation que vous avez créée, ou est-ce que vous êtes parti déjà d'autres expériences? Il y a eu un premier cas qui s'appelle la suite Necker, qui a donné le mouvement à d'autres structures d'espace de transition en France dans les grands hôpitaux qui s'occupent des maladies chroniques. Là, c'est le premier pour un hôpital hors Paris. Et on a par contre modifié un peu le projet en faisant peut-être les leçons de ce qu'ils avaient réalisé. Notre gros avantage, c'est qu'il est situé dans un espace de consultation. Parce que les jeunes, la chose qu'ils veulent, les ados, c'est qu'on leur foute la paix. Donc, qu'ils viennent en consultation et qu'éventuellement ils aillent à l'espace transition, qui est à 10 mètres, ça c'est faisable. Nos collègues de Necker l'ont mis dans un autre bâtiment ailleurs au sein de l'hôpital et ils ont vu que c'était une difficulté. Donc on a adapté. Mais on est parmi les pionniers, je pense, en France avec nos collègues de Necker. Merci. Attendez, un micro, s'il vous plaît, parce que pour que tout le monde puisse vous entendre. D'accord. Bon. Alors, bon, on sort un peu du sujet finalement de la transition, mais donc une nouvelle question sur la vaccination. Donc, la vaccination du jeune. On peut définir dans les bénéfices de la santé en général, c'est la santé physique, mentale, sociale. Peut-être ce topo vous l'a illustré. Eh bien, nos jeunes, ils ont terriblement manqué les fermetures de classe. Ils ont maintenant un masque sur le nez au moment où ils sont en train de découvrir
les premiers flirts, les premières... Et donc le préjudice qu'ils connaissent, eh bien, je pense qu'on en est tous conscients et on peut en faire le bilan. Le vaccin a une innocuité qui était soulignée précédemment, et on a pu avoir sur les premières données des adolescents eh bien, la mention qu'à travers la vaccination des ados, on diminuait leur nombre de jours d'hospitalisation liés à la Covid-19. Donc le bénéfice est aussi démontré d'un point de vue du nombre d'hospitalisations. Vous savez qu'il y a cette forme très rare mais très sévère de syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant. Il se fait que je suis responsable du comité de pilotage national et donc c'est 730 cas depuis mars dernier qui sont passés en réanimation, un décès. Et donc c'est une forme sévère que l'on n'observe pas chez les enfants qui ont été vaccinés. Donc voilà les éléments de réponse que je peux apporter. Merci. Alors, Mélanie Romier, vous pouvez peut-être nous expliquer quel est votre rôle au sein de ce passage? Alors le passage, du coup, c'est un lieu, hein, vous l'avez compris, qui est à la disposition des différentes équipes de l'hôpital femmes-mères-enfants et de leurs correspondants en médecine d'adulte. Et donc moi, je fais de la coordination de cet espace, de l'utilisation de cet espace, et puis je travaille également sur des projets qui, à terme, pourront être utilisés pourront bénéficier à l'ensemble des services, donc des projets de construction d'ateliers pour les adolescents destinés à développer leurs compétences psychosociales, des projets autour de l'accompagnement des parents qui sont souvent oubliés, mais qui sont souvent en souffrance en fait, dans l'accompagnement et l'aide à l'autonomisation de leurs adolescents. Voilà mon rôle dans cette... Et du coup, vous recevez combien de jeunes parents? C'est de quel ordre à peu près Alors, il y a un chiffre haut, un chiffre bas. Le chiffre haut que j'ai mentionné dans les diapos, on a 80 000 jeunes qui pourraient bénéficier de cette structure à Lyon, uniquement à Lyon. Et là, c'est une histoire de centaines qui ont pu y passer à un des espaces, entre l'espace d'activité physique, les ateliers d'éducation thérapeutique. Tous ne cochent pas toutes les cases, mais on est à quelques centaines d'enfants. Et un des projets que l'on a avec l'Agence régionale de santé, on dépose un projet qui s'appelle Article 51, c'est un peu technique, mais c'est de l'expérimentation de parcours de soins. Et on veut montrer que si on s'occupe d'accompagner notre jeune pendant toute cette période un peu difficile de vulnérabilité de nos jeunes, eh bien, on gagne sur leur santé à l'âge adulte. Et si on en fait la démonstration, alors déjà si ça passe les dernières étapes de sélection, eh bien, on pourra l'appliquer ensuite dans l'ensemble des systèmes de santé, enfin des hôpitaux français qui reçoivent des enfants avec maladies chroniques. Donc ça pourra se généraliser, ça sera ensuite au cahier des charges de la sécurité sociale, remboursable. Donc c'est ce qu'on vise dans les expérimentations prochaines. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Alors, il faut avoir malgré tout un ancrage à l'hôpital femmes-mères-enfants parce que c'est vrai que l'entrée dans le parcours se fait sur les conseils d'un des médecins responsables de l'hôpital femmes-mères-enfants. Alors, malgré tout, comme c'est beaucoup de maladies rares, beaucoup d'entre elles sont prises en charge au moins en partie à l'HFME. Ensuite, parfois, c'est des suivis conjoints avec d'autres hôpitaux de la région. Le drainage, c'est vraiment la grande région, même parfois le sud de la France pour certaines disciplines. Donc on a des enfants qui viennent de partout, mais qui ont un ancrage à l'hôpital femmes-mères-enfants. Le projet qu'on a, article 51, c'est notre hôpital, plus l'hôpital de Villefranche, pour faire la démonstration que dans un hôpital non universitaire, c'est aussi possible de le faire et d'accompagner les jeunes de la même manière. Merci. D'autres questions? J'imagine que vous avez été effectivement un peu bousculé depuis 2 ans par ces jeunes qui ont traversé ce Covid dans des situations pas toujours très faciles. Comment vous les sentez aujourd'hui? Ils sont un peu plus rassurés, un peu plus stabilisés? Peut-être, je ne sais pas si Mélanie dit que je réponds et tu compléteras, mais non, nos jeunes, je pense que la santé mentale de nos jeunes est assez préoccupante parce que ce qu'ils vivent à travers la situation sanitaire est assez inquiétante. Justement, on est dans les réflexions à se projeter dans l'avenir. Alors peut-être on commence à voir le bout du tunnel, mais c'était des périodes très difficiles. Je dois souligner que malgré tout, en France, on a réussi à maintenir, même si c'est jamais suffisant, mais on n'a quand même pas si mal géré le côté des fermetures des écoles, où ça a été beaucoup moins fermé que dans nos autres collègues en Europe. Et je pense qu'on a bien fait, mais on a pu voir le nombre de maltraitances chez les enfants petits restés à la maison augmenter. Chez nos ados, c'est le nombre de suicides qui augmente. Donc la santé mentale est une préoccupation importante dans une période de vulnérabilité.
dont on espère que ça va s'améliorer dans les prochains mois et prochaines années. Mais on manque terriblement de pédopsychiatres et de structures de soutien pour assurer le suivi de nos jeunes ados. Donc la question de l'addiction. Oui. Alors le numérique, ouais, la question de l'addiction, je pense qu'on peut presque parler de ça. Hein. Nos ados, ils sont tous connectés, ultra connectés. C'est un nouveau moyen aussi d'échanger avec leurs collègues. C'est aussi un moyen de ne plus faire d'activité physique. Donc un des éléments, la Covid-19 plus les écrans, ça c'est un grand réducteur terrible. Je crois qu'on a perdu 1 minute aux 1000 mètres en course chez les 8 ans par rapport à 20 ans en arrière. Donc on recule sur les compétences physiques de nos jeunes parce qu'ils font plus de sport, plus d'activité physique à cause en partie des écrans. Même si ensuite c'est aussi une source d'information, une source de généralisation de la discussion qui est précieuse pour nos jeunes. Mais il faut en être conscient qu'il y a des limites et qu'il faut pouvoir, en tant que parents, les mettre, les placer et les inciter à faire un peu plus d'activité. Ça, c'est un des... Ouais. Et que c'est très dur de filtrer l'information. Il nous arrive au même niveau, tous les niveaux, c'est toutes les questions sur l'importance de la vérité, du message, et on a la même tribune, que l'on soit expert dans un domaine ou qu'on en ait 50 000 abonnés. C'est celui qui a 50 000 abonnés mais qui ne connaît pas le sujet qui aura plus de facilité à communiquer. Donc il y a des jeux importants dont il faut avoir conscience sur le pouvoir d'orienter nos jeunes qui ont parfois un manque de discrimination. Donc ils sont les premières victimes de cette disponibilité de l'information qui n'est pas toujours vraie. Est-ce que justement vous ne cherchez pas à vous servir de ces outils numériques? Alors, bien sûr, l'application activité physique que l'on veut développer, c'est parce que ça leur parle et qu'on se dit ça, on arrivera à faire une communauté qui vont se motiver entre eux. Donc c'est un levier important. Ensuite, il faudrait avoir des moyens en santé numérique pour aider, accompagner les jeunes au-delà même de ces aspects d'application. Je pense pour développer le sens critique ou c'est aussi le rôle sans doute de l'éducation de faciliter cet apprentissage. Oui. Pendant la période du Covid, au début, j'ai contacté un de nos élus disant que c'est important dans les écoles, en particulier que l'enseignant puisse avoir un masque, mais Transparent. Pour que les enfants puissent voir la bouche de l'enseignant. Et puis là, maintenant, j'ai découvert que maintenant qu'on a ouvert les écoles, l'enseignant est la seule personne qui porte le truc. Je ne comprends pas. Ça, je ne peux pas commenter les décisions de l'éducation nationale, mais le fait de redonner aux enfants dans les zones où il y a une faible circulation du virus la possibilité de circuler dans la cour d'école sans masque, ça c'est, je pense, une bonne avancée et on peut s'en réjouir. Ensuite, les contaminations qui sont faites à l'école, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas de copain à copain. C'est souvent vertical de l'enseignant vers les enfants, comme d'ailleurs en famille. C'est d'ailleurs plus souvent au sein de la famille qu'à l'école qu'on attrape. Et c'était des parents vers les enfants. Donc, pour cette raison-là, de prendre des mesures de précaution vis-à-vis des adultes présents, eh bien, c'est malgré tout une bonne chose. Peut-être le masque transparent serait une meilleure solution, notamment quand on apprend la langue. La parole, c'est sûr que c'est majeur. Mélanie, tout à l'heure, vous avez rapidement évoqué le rôle des parents. Comment justement ça se passe? Parce que j'imagine que pour eux, effectivement, la situation est parfois compliquée. Comment vous arrivez à les convaincre d'admettre voilà, le comportement de leur ado? Comment ça se passe? Alors actuellement, il n'y a rien vraiment de spécifique pour les parents. Enfin, il y a certaines familles qui sont suivies par un pédopsychiatre, par une psychologue, quand vraiment on arrive à des situations qui sont très, très difficiles. Donc l'idée, notamment dans le cadre du projet d'expérimentation Article 51, c'est justement de pouvoir accompagner avant qu'on soit dans une situation de crise et de situation très complexe. Donc accompagner les parents comme on peut le faire, comme on peut accompagner les adolescents sur ses capacités à laisser de l'autonomie à son enfant. Et puis on souhaiterait également les accompagner sur le plan psychologique pour que cette situation d'aidants qui vivent ne soit pas préjudiciable à long terme.
Donc ça, c'est ce qu'on souhaite mettre en place dans le cadre du projet d'expérimentation article 51, cet accompagnement des parents. Et si je peux compléter, c'est vrai que les parents, eux, qui portent leur enfant, qui ont souvent fait des aménagements dans leur vie complète, certains ont arrêté de travailler parce que leur enfant avait une maladie chronique depuis le plus petit âge, c'est devenu leur raison d'être, c'est devenu tellement important que la période de l'autonomisation de leurs jeunes, eh bien, elle est complexe. Et donc, on a besoin d'être accompagnés. Les parents sont les premiers aidants. Ils sont parfois aussi en difficulté de laisser partir leur jeune avec sa maladie chronique pour qu'il s'approprie lui-même. Donc, il y a vraiment un enjeu important qui passe aussi pour nos jeunes qui ont commencé tôt dans la vie, à ce que nous, on appelle à faire un deuxième annonce diagnostique, une annonce diagnostique à l'ado. Pourtant, il est malade depuis qu'il est petit ou même qu'il est né, mais on va lui re-expliquer son parcours, sa maladie, à quoi elle correspond. Et c'est des éléments, vraiment des enjeux importants à cette période. Madame ? Je ne connaissais pas la spécialité de rhumato-pédiatre. Je voulais vous demander si parfois les enfants, quand vous les diagnostiquez pour la première fois, n'arrivent pas des années après justement le début dans la maladie. J'imagine qu'en tant que parent, on peut penser qu'il fait des manières, qu'il est donc courageux. J'ai été surprise d'entendre les plus. Voilà, on était pédiatrie, chirurgie, mais pas toutes ces pathologies. Voilà ce que je vous demande. Oui, alors je suis rhumatopédiatre. Je trouve aussi que c'est un mauvais terme parce que quand je dis je suis rhumatopédiatre, on me dit ah mais les enfants ils n'ont pas d'arthrose. Je dis oui c'est vrai, mais par contre ils peuvent faire des maladies inflammatoires des articulations et ils font aussi des maladies auto-immunes. Et en fait je parle souvent des Dr House de l'enfant parce que ça parle peut-être un peu mieux. C'est quand on n'a pas trouvé ce qu'il avait, souvent il nous est adressé au final pour des maladies immunitaires, immunologiques qu'on va réussir à déterminer. Et c'est souvent au prix d'un long temps d'attente, avant, on appelle ça l'errance, avant d'avoir le diagnostic. C'est hyper important pour la famille, pour l'enfant, d'avoir le diagnostic posé. Et dans les maladies qui me concernent, dont je m'occupe, c'est des rhumatismes inflammatoires de l'enfant, l'arthrite juvénile, sont des maladies douloureuses. Et c'est des enfants qui ont des douleurs, parfois pendant des mois. S'ils sont tout petits, ils ne peuvent même pas l'exprimer. Il y a une maman, elle me dit, mais tous les matins, l'arthrite, c'est plus le matin. Ensuite, dans la journée, ça se diminue, puis ensuite, ça recommence le lendemain matin. Elle me dit, bah, tous les matins, elle pleurait dans son lit pour que je la prenne, c'était que des caprices. Et ensuite, quand on a fait le diagnostic, elle s'est dit, ah maintenant, en fait, elle était rouillée le matin, elle était douloureuse. Donc, il y a aussi une culpabilité terrible chez ses parents. Donc, l'enjeu de faire le bon diagnostic est vraiment critique et peut marquer ensuite les esprits des enfants, des parents, au-delà de l'adolescence. Donc, c'est des points qu'il faut repréciser. L'annonce diagnostique, à nouveau, peut permettre de revenir sur tous ces points de parcours difficiles qu'on a réussi à franchir ensemble et qui vont se poursuivre de manière accompagnée. Oui, madame. Comment ça se passe la transition entre le choix du médecin qui va suivre l'enfant, l'adulte sera après? Est-ce que les parents peuvent émettre leur souhait d'être personne? Alors, les parents, on essaye plutôt de les mettre, je dirais pas sur le côté, parce que, encore une fois, on a besoin d'eux encore après, hein, quand on va en médecine d'adulte. Mais on essaye vraiment, c'est l'empowerment, hein, on essaye de motiver notre jeune pour que ce soit lui décisionnaire sur ce qui va lui arriver. C'est lui qui prend la responsabilité de la suite. Donc on demande éventuellement à notre jeune, et on a une petite carte de visite du service dans lequel il va. S'il dit ah, mais moi je veux pas de gars, moi je veux une fille, on peut comme ça l'accompagner sur ses choix. Mais après, il faut reconnaître que malgré tout, on reste dans des filières de soins très spécifiques parce que les maladies rares, c'est un peu, pour certaines disciplines, c'est même des maladies que les adultes ne voyaient jamais. Donc en fait, il faut qu'il y ait une spécialisation quand même de nos collègues qui connaissent bien cette maladie, ce qu'elle devient lorsqu'elle a passé l'âge adulte, pour qu'on apporte le meilleur soin. Donc on les oriente vers la bonne équipe, mais ensuite on leur laisse effectivement le choix de la personne. Oui, madame. On va dire que c'est variable d'une équipe à l'autre, mais on s'est aperçu sur cette question de la transition qu'en tout cas c'était important d'anticiper et de préparer. Donc on commence à informer le patient et ses parents assez jeunes, vers l'âge de 12 ans, qu'il va y avoir cette évolution ensuite et la prise de relais par un médecin d'adulte, une équipe d'adultes.
Et donc, en fonction des équipes, il y a une première rencontre qui se fait parfois entre le médecin pédiatre, le futur médecin d'adulte, et puis le patient et sa famille. Et puis parfois, il peut y avoir deux rencontres ou 3 rencontres avant que le patient il soit vraiment pris en charge par le médecin d'adulte dans le service ou l'hôpital pour adultes. C'est un petit peu variable, et puis on va s'adapter aussi au patient, à sa famille, à son état de maturité, de préparation, et puis aussi aux contraintes un peu plus opérationnelles des équipes. Mais c'est variable. En tout cas, on essaye de faire en sorte que le patient puisse rencontrer au moins une fois son médecin, son futur médecin d'adulte en présence de son pédiatre. Comme ça, c'est un moment où on peut revenir sur le parcours de santé de l'enfant. Et puis, voilà, qu'il y ait ce temps d'échange avant le suivi en médecine d'adulte, avec une possibilité aussi pour le patient de faire un retour à son pédiatre, surtout quand il l'a suivi pendant très longtemps, sur comment ça se passe ensuite avec l'équipe pour adultes. D'autres questions? Une dernière. C'est une question hautement politique parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas développé les soins de pédiatrie en France comme l'ont fait d'autres pays autour de nous. On est en carence terrible de pédiatres. Donc de dire que les pédiatres pourront assurer l'ensemble du suivi de l'enfant, c'était un rêve quand j'ai commencé mes études, mais ça ne s'est pas orienté de cette manière. Donc non, ce n'est pas possible que les pédiatres suivent l'ensemble des enfants du territoire. En revanche, qu'ils s'occupent des enfants qui ont une maladie chronique, ça oui. Et que ce soit eux référents pour des symptômes atypiques, eh bien oui aussi. Je crois que c'est là qu'on a une expertise en particulier. Donc je fais la promotion de la pédiatrie en général, mais je regrette qu'on soit si peu nombreux sur le territoire, et en particulier dans les cabinets privés. Maintenant, les cabinets de ville ferment sans être remplacés parce que les jeunes générations sont à l'hôpital. J'allais justement vous interroger sur les moyens dont vous disposez, et notamment les effectifs, mais vous avez déjà répondu en partie. Mais déjà au sein quand même de HCL, il y a quand même, peut-être pas une priorité, mais en tout cas une prise en compte quand même de votre travail et de votre activité qui est quand même, j'imagine, respectée et même valorisée. Alors, l'argent est le nerf de la guerre. Les enfants, la consultation aux urgences des enfants est prévue pour baisser dans les prochaines notifications de financement du plan hôpital. Donc, je ne suis pas sûr que de manière générale on investisse énormément dans la santé de l'enfant, ce qui est effectivement un regret. Ensuite, les hospices accompagnent tous les projets autant que faire se peut. Ce qu'on vient de traverser comme pandémie de réorganisation terrible que les services adultes ont connue, nous avons été relativement épargnés, nous, parce qu'il n'y avait pas de forme mortelle de l'enfant. C'est vraiment la Covid-19, une maladie de l'adulte âgé. Mais en revanche, le fait de se réorganiser chaque hiver, en déprogrammant, en annulant des chirurgies, en prévoyant, c'est ce qu'on fait nous déjà depuis quelque temps, parce qu'on a une organisation épidémique avec les bronchiolites tous les hivers, avec les gastro-entérites, avec des enfants qui arrivent déshydratés en réanimation, avec des détresses respiratoires. Donc ce mode de fonctionnement un peu dégradé régulièrement, parce qu'on n'a pas assez de lits, de diminuer le nombre de nos activités de routine, eh bien ça, on jongle avec ça, et c'est vrai que c'est quand même pas très facile. Chaque année, on forme relativement peu de pédiatres, et en particulier dans notre région, on est moins doté que d'autres régions pour la formation des pédiatres, alors qu'on a la possibilité de les accueillir. Donc on cherche à augmenter autant que faire se peut le nombre de jeunes formés, mais c'est un vrai challenge. Merci beaucoup, professeur Bello, et à vous aussi, Mélanie. Très bonne suite.